Donc 3 points, sans les référencer faute de temps, mais j'ai les références, et un songe. Voilà la teneur des 10 minutes que je vous propose. Premier point, sans plus les articuler, ces premiers éléments. Petit a, et prioritairement, 50 journalistes ont été tués en 2020 dans l'exercice de leurs fonctions, avec pour la première fois davantage d'homicides dans les pays en paix que dans les zones de conflit. 387 journalistes sont actuellement emprisonnés à travers le monde pour avoir exercé leur métier d'information, un nombre historiquement haut. La rédactrice en chef de Reporters sans frontières précise que ces 50 journalistes tués en 2020 sont des journalistes d'investigation qui travaillent notamment sur des questions de corruption ou environnementales. Petit b, Vincent Bolloré finance une télévision d'opinion, l'atteste la toute récente mise en demeure du CSA. CNews, à l'image de la chaîne Russia Today, dont on s'alarmait encore il y a peu. Une télévision qui ne tient compte ni de la vérité, ni de la complexité, et laisse s'y développer, ce colloque décline le mot politique, une, entre guillemets, l'expression n'est pas de moi, porno-politique, une pornographie politique. Petit c, mettre les médias en paquet, le paquet fût-il ficelé d'un joli ruban, ne doit pas éluder ce fait. Il existe des zones d'insoumission journalistique, y compris au sein des chaînes d'infos en continu, y compris quand la stratégie d'épuisement de Bolloré dissuade toute critique et impose le silence. Cette inquiétude, si, pour instruire une critique des médias, il faut se garder de poser l'équation médias égale journaliste, c'est un fait qu'aujourd'hui, d'aucuns les assimilent. La violence envers les médias se fait violence envers les journalistes. Les vies assassinées ou emprisonnées et l'amalgame indu des médias et des journalistes fragilisent la critique, de facto. On ne saurait l'exercer sans oublier qu'elle peut être mortifère, malgré elle. D'où l'hésitation qui est la mienne. Et n'est pas de principe à m'exprimer sur ce sujet. Ancien journaliste, certes, mais ancien, convaincu que la critique des médias doit être instruite à l'initiative des journalistes en exercice, aiguillonnés par les chercheurs. Aussi, les points 2 et 3 sont-ils questionnants. Point 2. Appliquons à notre sujet le traitement de l'information par les médias, ce que François Julien développe dans ce point obscur d'où tout a basculé. Imaginez 2 colonnes, l'une à gauche procède d'une logique explicative, l'autre à droite d'une logique implicative. Les items de l'une sont en vis-à-vis des items de l'autre, soit de gauche à droite, pensez en termes de partie constitutive ou vénure ramure, cause ou propension, explication ou implication, déduction ou configuration, argument, raisonnement ou discernement d'émêlement, finalité ou conformité. Considérons maintenant ces 2 intelligences, l'explicative et l'implicative, sans a priori, ni les créditer d'une valeur positive ou négative, toutes les 2 formant une trousse à outils dont le journaliste ferait un usage, pour ainsi dire, dialectique, qui dépasserait les contradictions, ferait des différences entre logique explicative et logique implicative le moteur du journalisme. Cette possible conjugaison, se tenir d'abord à ras d'actualité, comme immerger dans la texture de ce qui n'est pas encore l'actualité, pour en suivre les nervures et par anticipation entreapercevoir le proche du lointain, soit la logique implicative dans un souci de clairvoyance. Puis être en surplomb, la logique explicative qui abstrait dans le but d'être entendu de tous et de mettre en débat. Puis, de nouveau, à ras d'actualité, pour s'évader de la détermination qui délimitera l'explication. En effet, hisser l'information au rang d'explication, pourquoi est-ce arrivé, a un coût, celui de la généralisation. Audible, l'explication est possiblement grossière, superficielle, plaquée sur ce qui s'est réellement passé. D'où la nécessité de faire retour vers le « comment est-ce arrivé ?» pour éprouver la robustesse de l'explication et commencer d'entendre, ouvrez les guillemets, le silence muré de ce que je dis, dans ce que je dis, fermez les guillemets, l'une des plus belles pages du livre de François Julien.
En somme, l'implicative, comment est-ce arrivé, puis l'explicative, pourquoi est-ce arrivé, puis l'implicative, puis l'explicative, etc. Quels sont maintenant les obstacles à cette sorte de dialectique qui cristallise et décristallise l'information? Les conditions actuelles de production de l'information et organisation du travail des journalistes n'empêchent-elles pas la logique implicative et ne dévoient-elles pas la logique explicative? Cet exemple. Il fut un temps où tel média avait un correspondant permanent à Washington. Il pouvait raisonner, c'est-à-dire travailler l'actualité comme l'artisan patiemment le jade, en suivre les fissures subtiles, pas à pas, gradatimes, et, ce faisant, ne rien laisser dans l'ombre. Cette lecture micrologique de l'infime était alors une pratique envisageable, et la détection de cela qui s'amorce possible. Aujourd'hui, le coût d'une telle patience est rédhibitoire. Le même journaliste couvre plusieurs continents, si bien qu'arrivé tout essoufflé sur place, et encore s'il le peut, il n'a plus le temps de rien, sinon de consulter ce qui a déjà été écrit. Bourdieu avait dit l'essentiel lorsqu'il dénonçait la consanguinité de l'information dans son petit livre rouge. Le soir venu, France 2 dit ce que l'après-midi, Le Monde a écrit. Cette passerelle, hasardeusement jetée, entre le déficit de prise en compte du contexte qui affaiblit les deux logiques de déduction propres à l'explication et de configuration propre à l'implication, et aussi le fait que, comme l'enseignent les linguistes, l'autonomie sémantique du mot français est relativement faible, qu'il a, plus que les mots d'autres langues, besoin d'un contexte pour être compris. Résumons, au risque de basculer dans l'obscur. N'y a-t-il pas un lien entre le gain de la logique implicative, le comment, et le gain de la logique explicative, le pourquoi, entre la pertinence de la configuration que réalise la logique implicative et la pertinence du discours que produit la logique déductive, entre la qualité de l'implication du journaliste et la qualité de la proposition explicative qui en résulte, entre le contexte politique qui nourrit le fait d'actualité et le contexte sémantique qui nourrit l'explication de ce fait. Troisième point, ces difficultés relatives aux environnements de travail suffisent-elles à éloigner toute suspicion? Faut-il s'en tenir à ce qui entrave le libre exercice du journalisme? Que l'on songe à ceci, qui est une décision. De quelle rédaction? Direction. Ce n'est qu'à partir du moment où les infox, le terme combine les mots info et toxique, popularisés par les réseaux sociaux, seraient reprises par les médias traditionnels, que ce blanchiment de la désinformation pourrait avoir des effets sur les processus électoraux. Que l'on songe à la fictionnalisation voulue et non subite de l'actualité, dont même Arte abuse, la dramatisation de la narration orale, une musique d'appui quasi hollywoodienne, l'entrée en scène du journaliste, tacitement ou explicitement corseté, les cahiers des charges uniformisent-ils les reportages, coupent-ils court à toute créativité? Que l'on songe à l'emprise de la pratique managériale qui préfère satisfaire l'attente supposée du téléspectateur plutôt que la recherche de la vérité. Il y a belle lurette que la télé a donné les clés à ses clients, ou plus justement, comme Charlie Chaplin l'a écrit en 1928, de réalisateurs, scénaristes et d'autres, que les décisions se prennent, ouvrez les guillemets, à l'ombre de cette grande crainte du public, fermez les guillemets. D'où, pour ne prendre que cet exemple, ces batteries de casseroles, au lieu et place de chanteurs à la voix singulière et aux paroles toutes de poésie. Que l'on songe à cet autre pli, ne pas enquêter, mais illustrer un message préfabriqué. La réponse attendue sera encapsulée dans la question et le répondeur recruté à coup de tweet. 2 points. Bonjour, je suis journaliste à Europe 1. Connaissez-vous des parents ou grands-parents embêtés pendant les vacances de Pâques à cause de la grève? Conséquence de cette traque du mécontentement appliqué à la météo. On n'entendra pas celui qui s'émerveille du beau spectacle d'un paysage enseveli sous la neige, a fortiori urbain. Mine de rien, cet émerveillement pourrait se révéler subversif, si l'on s'avise qu'il divertit tout soudain de la comédie du travail. Pourquoi alors les décideurs médiatiques, politiques, économiques ne s'alarment-ils pas? Ici, le pluriel amalgame abusivement les décideurs, comme les médias précédemment. Dont acte. Reprenons. Le problème n'est pas que certains décideurs soient coupés du monde. Ce qui poserait problème, ce serait l'absence
de décideur éclairé. Si l'on s'accorde sur le fait que le décideur est censément en capacité de décoïncider avec le contexte, de choisir de ne pas se laisser assujettir par le fait accompli. Nombre de décideurs ne donnent-ils pas la mesure de la formation qu'ils ont reçue, sans plus de distance au contexte en vigueur? Cette hypothèse, l'ENA, Sciences Po et les écoles de commerce délivrent un même enseignement et forment des sujets managériaux, c'est-à-dire acritiques, qui sonnent bellement mais vainement. Au vrai, le jury de l'ENA constate une uniformisation de la pensée au détriment du jugement. Pour le journaliste, l'esprit critique s'aiguise, s'étoffe, dans la conscience qu'il est premièrement une disposition longue à acquérir, qu'il lui faut continuellement exercer et nourrir, et petit deux, qu'une telle disposition, quelle que soit sa qualité, coïncide avec un sens préconstruit par une biographie et une culture, quand l'événement invite à plus ou moins décoïncider d'avec soi, de sa biographie et de sa culture. Sans pouvoir le développer, deux points, l'idée même d'événement, ce qui survient, ne se dissipe-t-elle pas si le journalisme est d'implication, comme dit précédemment, au plus près de ce qui advient? Incidemment, qui croira que nommés à la tête d'un média, André Malraux ou Antoine Vitesse eussent pu consentir aux âneries bolloriennes? En guise de conclusion, un songe. Décoïncider, ne serait-ce pas aussi déboîter de l'idée de décoïncidence? La vie intellectuelle est compartimentée. Combien de séminaires passionnants qui sont comme autant de galaxies? La galaxie de la décoïncidence, la galaxie de la supériorité ontologique de la communication sur la représentation, la galaxie d'une philosophie eudémoniste, la galaxie d'une métaphysique scientifique à la fois réaliste et rationaliste, etc. N'est-il pas temps, politiquement, de consentir à la beauté d'un moment international au cours duquel les soleils de ces galaxies prendraient la parole pour rouvrir des possibles et embarquer les cœurs et les consciences assoiffés de perspectives, et d'abord les plus jeunes? Songeons, en dépit des critiques au, entre guillemets, réchauffement climatique opéré par le premier congrès international des écrivains pour la défense de la culture à Paris du 21 au 25 juin 1935. La réunion avait fière allure et le vent sentiment, soufflait joliment sur la mutualité. Isaac Babel, Ernst Bloch, Bertolt Brecht, André Breton, André Gide, André Malraux, Robert Musil, Boris Pasternak, d'autres encore. Merci.